à tous, voilà aujourd'hui je décide de faire une toute autre vidéo, une petite vidéo face caméra qui change un peu d'habitude. D'habitude je fais beaucoup de vidéos en présence de propriétaires et de chevaux que j'ai à travailler, donc vraiment dans un autre contexte, et je garde plutôt ce type de vidéo un peu sur la théorie explicative de plein de choses sur mes réseaux sociaux. Si jamais vous avez envie de voir un peu plus ce que je partage, n'hésitez pas à me suivre donc sur Facebook et Instagram. J'ai découvert quelqu'un sur internet qui a priori est une professionnelle, donc une enseignante. Voilà, j'ai été assez curieuse, je suis allée voir un peu son contenu sur Facebook notamment. A utilisé, a priori a l'habitude d'apporter beaucoup de jugements sur plein de professionnels. Finalement dans cette société c'est facile sur les réseaux sociaux de critiquer en fait ce qu'on voit, d'apporter un jugement souvent rapide, hâtif. Sur 2, 3, 4 secondes de vidéo, donc c'est assez épuisant. J'ai eu sous mes dernières vidéos, voilà, moi je savais très bien en tant que professionnel qu'en publiant des vidéos au grand public, je m'exposais aussi indirectement ou directement à de la critique, mais qu'on me dise dans un sens que je soumette les chevaux, que je leur laisse pas de répit, que je les rende vraiment complètement éteints, c'est vraiment une chose que j'aurais pas imaginé qu'on allait me reprocher. Bon, ça c'est un fait, les gens du coup publient beaucoup de choses et c'est ouverture à la critique de tout et de n'importe quoi. Là, elle a utilisé notamment Andy Booth que je cite, mais ce n'était pas le seul. Là je prends le cas parce que c'est cette publication qui m'a marqué. Andy Booth a créé une publication en fait un peu ludique qui fait un petit peu comme une bande dessinée, simplifiée de ce que c'est qu'un principe d'apprentissage sur notamment le thème de la monte en vent et du spray. Donc on voyait en fait l'image que moi-même j'utilise, c'est-à-dire le principe de travail que j'utilise pour monter dans le vent, donc avec une zone de travail et une zone de confort à l'entrée du vent ou dans le vent. Pareil pour le spray, il avait mis j'actionne le spray, j'arrête de l'actionner quand le cheval se détend. Donc ça c'est vraiment des principes d'apprentissage que nous on connaît, renforcement positif, négatif, Skinner, Pavlov, conditionnement opérant, etc. Et cette personne, en fait, que je ne citerai pas parce que voilà, on reste dans l'anonymat, il n'y a pas de problème, qui a une grande communauté finalement, a publié ça en critiquant du coup ce principe-là, qui sont quand même des principes scientifiques de théorie de l'apprentissage qui ont été étudiés avec des scientifiques qui font des thèses. Et elle a critiqué en disant qu'elle ne comprenait pas que ça se faisait qu'en 2024 on puisse encore utiliser ce type d'éducation qu'a priori elle trouve ça même pas digne d'être appelé d'éducation. Et elle ne comprenait pas comment c'était possible d'utiliser encore ces principes-là pour éduquer des chevaux parce que ça relevait pour elle quelque chose de très maltraitant, qu'on force le cheval dans la soumission, etc. etc. Ce sont des principes que j'utilise. Je pense que maintenant pour ceux qui suivent mes vidéos ils s'en aperçoivent. J'utilise beaucoup de confort, d'inconfort. On va quand même au rythme du cheval parce qu'on décompose énormément. Moi c'est une pratique que je considère comme étant juste. Après voilà, il y a plein de méthodes et dans chacune des méthodes il y a des parties de tout. Moi personnellement j'ai été formée par Elisabeth de Corbigny, certains sont formés par Andy, d'autres n'utilisent pas de Parelli, et puis en fait dans chacune des méthodes il n'y a pas de jugement, il y a juste en fait à se concentrer sur comment est le cheval. Pour moi voilà, je critiquais personne. On remet la balle au centre et on ne veut surtout pas incriminer qui que ce soit. Moi je pense qu'en fait il y a juste une lecture à avoir et surtout beaucoup de tolérance et d'empathie quand on veut dire quelque chose. Apporter un jugement, une critique, toujours dans la bienveillance et dans la construction, ça ne sert à rien de déverser sa haine. Et voilà, on est tous humains, chaque professionnel a des fois un manque de timing, on est fatigué, on essaie tous de faire au mieux pour le cheval. Mais juste, voilà, on utilise chacun dans notre méthode, si on peut appeler ça une méthode, un peu de tout le monde. Moi, j'ai été formée par Elisabeth et je peux être amenée à utiliser du Lassens si je vois que le cheval en a besoin. J'ai des exercices de pas de Parelli, de la guérinière, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, voilà, cette personne qui a dit que voilà, qu'elle ne comprenait pas, qu'elle a catégorisé les principes d'apprentissage comme étant réducteurs et maltraitant en fait pour le cheval. Elle idéalisait ses propres principes en catégorisant en fait, ben voilà, moi je critique ça et comment, donc je me suis dit comment fait-elle alors? Pas de problème, comment fait-elle? Donc elle a dit voilà, moi en général mes pratiques je les fais comme ce qui suit. Déjà je monte sans mort. Pour elle c'est de la bienveillance, je monte sans mort et pour éduquer un cheval je veux qu'il soit amené à s'exposer à ce qu'il craint de lui-même, on ne le force pas par l'inconfort, on veut qu'il se présente de lui-même et on ne le force pas.
Et ce que j'ai aimé en fait dans les commentaires, c'est qu'il y a une personne donc, qui a déjà toute sa communauté qui la soutient, tant mieux pour elle, mais il y a quelques personnes dans le lot qui quand même réfléchissent et qui ont quand même ouvert la discussion en disant bah voilà, moi effectivement, je cite l'exemple, elle disait moi j'ai un cheval, je suis en train justement de le désensibiliser au spray et je suis un petit peu finalement menée à devoir mettre de l'inconfort et comment vous feriez-vous, parce que vous, voilà, il y a de la critique d'accord, mais est-ce qu'il y a une solution derrière à proposer? Je suis ouverte là-dessus. Moi, j'utilise des méthodes, des principes, appelez ça comme vous voulez. Et si jamais je vois qu'il y a un blocage, je suis d'accord pour ouvrir mon esprit et dire bah, est-ce que vous avez une autre solution à apporter? Et en effet, cette personne disait, comme par hasard, elle a marqué bah, pour un cheval non traumatisé. Sauf que ce qui me gêne là-dedans, c'est que nous, en tant que professionnels, entre autres, on a 90% de notre clientèle, c'est des chevaux traumatisés, il faut quand même le dire. Je suis très rarement à l'heure actuelle, malheureusement, appelés pour des chevaux de sport. Et très souvent, c'est des gens démunis qui, limite, ils ne savent plus quoi faire du cheval, il va partir à la boucherie. Donc, je suis appelée pour les mêmes problématiques très récurrentes. Le cheval, il est grégaire, ça pose problème. Le cheval a peur du spray. J'ai eu un client qui s'est pris les 2 antérieurs dans la figure et ça a été très dangereux. Il a peur du spray, c'est vraiment très très agressif, ça rend le cheval complètement traumatisé. J'ai des problèmes de monte en vent, ça j'en ai énormément. J'ai de tout. Et souvent c'est des chevaux qui ont un parcours avec des lourds traumatismes. Donc c'est bien en fait d'apporter une critique d'une méthode ou d'un principe scientifique d'apprentissage. Mais si du coup elle apporte une solution en mettant entre parenthèses, alors pour les chevaux non traumatisés, ben non, ils sont tous quelque part traumatisés, soit par un travail mal fait, par des professionnels qui se sont gourés par exemple, ou une association qui a été mauvaise à cause d'un mauvais timing. On peut en parler pendant des heures. Donc j'ai bien aimé en fait aller chercher et dire bah, quelle autre solution elle a proposée. Bizarrement, c'est des solutions qui s'appliquent qu'à des chevaux qui ne sont pas traumatisés. Dommage. Et j'ai vu dans les commentaires, pour en finir sur cette personne, parce que le but encore une fois n'est pas de la critiquer, mais c'est juste de souligner ce truc dont on souffre tous finalement, où on est là sur la guéguerre à devoir essayer de la moindre occasion d'essayer de faire un concours de biceps. Et là c'est pas du tout le cas, on veut tous en fait des chevaux qui sont bien dans leur tête, qui sont éduqués, et surtout des propriétaires qui sont en sécurité. Qu'importe la méthode qu'on utilise. Et donc cette personne disait, bah écoutez, moi par exemple avec un cheval qui a peur du spray, plutôt de faire comme Andy Booth, comme il le décrit dans sa publication, de mettre de l'inconfort, etc. Je le mettrai dans un environnement qu'il connaît. J'utiliserai mon spray, pas directement sur lui, mais mettons par terre ou sur un matériel pour, en fait, indirectement. Et j'attendrai que le cheval vienne vers moi. Et si le cheval vient vers moi, je lui balance une carotte. Voilà, c'est ce que la personne a dit dans les commentaires. Alors déjà, si vous avez un cheval super glouton et qui vraiment, comme elle le dit, n'est pas traumatisé, peut-être avec un peu de chance, il viendra bouffer sa carotte et il va se tailler à la route. Au mieux des cas, au pire des cas, il apprend à fuir. Et c'est surtout, voilà, de ma propre expérience, et c'est surtout faisant de l'éthologie, les chevaux dans l'état naturel, dans toute l'histoire du contact de l'humain avec les animaux, même pas qu'avec les chevaux, je pense que les animaux ne sont jamais venus nous chercher de leur plein gré pour avoir un contact avec nous. Les chevaux à l'état naturel ne viennent pas nous chercher, nous demander de leur monter dessus, de leur apprendre des choses. C'est nous qui sommes allés les chercher. Ils n'ont aucun intérêt, a priori initial, de venir nous demander d'aller les travailler. Donc vous mettez un cheval libre dans la carrière, vous faites le pchit et vous attendez qu'il arrive. Enfin, je sais pas, quelqu'un m'appelle en tant que professionnel et il me dit voilà, je vous paye 45 € la séance, j'attends que le cheval vienne vers moi, il n'est pas éduqué, il n'a aucun intérêt à avoir un spray qui lui fait pchit dans les oreilles. Dans son état naturel, il n'a aucun intérêt d'aller sauter une barre, il n'a aucun intérêt d'aller faire une épaule en dedans, il n'a aucun intérêt d'aller faire du piafé, il n'a aucun intérêt de se faire pchit avec un spray. C'est de la logique, c'est irréfutable, c'est scientifique, c'est de l'éthologie. On observe les animaux dans leur état naturel et ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils savent. Nous, dans l'équitation et en tant que professionnels, on se doit, en fait, de, à mon sens, mettre un minimum d'inconfort et d'aller chercher, en fait, la progression chez le cheval. Moi, si demain j'ai un cheval, je laisse dans le pré, il va pas s'en plaindre. Il est dans son état naturel, il a sa bouffe, il a ses copains, il a son troupeau, il a ses interactions sociales. Il n'a pas besoin que j'aille le chercher et que j'aille lui mettre le spray, que j'aille le monter, j'aille lui faire des exercices. Alors effectivement, après quand on va chercher le travail, on va chercher l'effort, et qu'on travaille dans le bon sens, bien sûr, ils peuvent en trouver un intérêt. On a vu, c'est prouvé, moi je l'ai expérimenté. Ça peut même avoir des effets ostéopathiques que d'étirer le cheval, de le rassembler, de jouer un peu sur cet effet accordéon qui est important quand on travaille dans le bon sens.
mais initialement le cheval n'a pas besoin qu'on vienne le chercher. Donc cette notion de voilà, je prends le cheval, je laisse dans l'air libre à lui-même de venir, d'accord, mais moi je suis appelée pour 45 balles la séance, j'ai 1 heure devant moi pour rendre le cheval bien, parce que je suis désolée, il faut dire les choses. De nos jours, on est dans une société où on a besoin d'avoir... on paye déjà, donc on aime bien qu'il y ait un résultat derrière, et plutôt rapide. On n'a pas besoin de mettre 400 € et que ça dure 6 mois. C'est une vérité, j'ose le dire. Moi, je suis appelée, les gens, ils attendent un résultat derrière. Donc en tant que professionnel, donc, vous, si vous êtes particulier, vous avez 10 ans devant vous et que vous voulez prendre tout le temps que vous voulez, je n'ai pas à juger, tant mieux. Moi, je suis professionnelle, j'ai d'autres enjeux. Donc, je suis appelée, j'ai un minimum de résultats à avoir à la fin de la séance et les gens payent pour ça. Donc, je ne peux pas me permettre devant la propriétaire de dire, bah voilà, écoutez, j'ai mon lot de carottes, je vais faire pchit sur une selle ou sur, voilà, je nettoie quelque chose, voilà, et j'attends que le cheval vienne. Mais ne t'inquiète pas, c'est évident que le cheval, il sera dans sa carrière, il va dire, ouais, bon, oh tiens, un brin d'herbe, état naturel, je vais aller respecter mes tropismes et je vais aller me désintéresser ailleurs. Et là, le cheval, on n'a pas évolué. Voilà, c'est mon expérience, c'est mon avis. Pareil, cette personne disait, pour conclure sur ce qu'elle disait, elle disait, voilà, moi je monte sans mort. Donc je veux que le cheval fasse de lui-même l'effort et je monte sans mort. Comme si que le mort était vraiment catégorisé de maltraitant. Moi je pense qu'en fait le mort, il n'est pas plus maltraitant qu'un licoletto qui est mal utilisé, mal ajusté. Et d'un cheval qui finalement sera en licoletto, donc du coup on est sur le bien-être du cheval et qui évolue la tête en l'air, dos creux et qui travaille à l'envers. Où commence la maltraitance et où commence le bien-être? Et ça, on a tous, tout à chacun, sa propre définition. Et quelle est la vérité en fait? C'est ça que je me demande. Chacun a sa vérité. Il y en a, ils montent avec des muserolles ultra serrées, avec des selles et un matériel qui n'est pas du tout adapté. Et bon, on est dans la bientraitance pour certains. Il y en a, ça ne les dérange pas d'évoluer comme ça et de blesser leurs chevaux. Moi, ça me gêne. Moi, ça ne me gêne pas d'utiliser le confort et l'inconfort quand je vois qu'en fait le cheval, il a besoin derrière de se dire putain, mais en fait, moi, j'ai aucun intérêt de monter dans un vent. Il faut vraiment que tu me persuades d'y aller parce que moi, initialement, j'ai pas d'intérêt à monter dans un vent et à être transporté. Et moi, du coup, moi, je vais chercher par ces méthodes d'apprentissage qui sont prouvées scientifiquement, encore une fois, que t'inquiète pas, tu peux monter dans le vent. Déjà, tu vas en ressortir, il n'y a aucun problème, tu ne resteras pas enfermé. Il faut que tu l'expérimentes. Pareil pour un spray, tu n'as aucun intérêt à ce que je te fasse un bruit dans les oreilles, mais tu verras que ça va t'apporter d'une certaine manière un confort derrière. Et si le cheval ne l'a pas expérimenté, il ne le sait pas, on ne parle pas le même langage. Donc c'est important en fait de faire de l'éthologie et se calquer. En fait, regardez les chevaux dans leur état naturel, encore une fois, il y a toujours un dominant. Le dominant, vous inquiétez pas, qui va utiliser le confort et l'inconfort. Il va faire bouger les pieds de l'autre, il va dire écoute, ici c'est mon brin, c'est ma jument, c'est mon abreuvoir, c'est ma source de nourriture, et tu vas pas t'en approcher. Et il va utiliser des phases. Il va, j'en sais rien, il va fouetter de la queue, il va commencer à mettre les oreilles en arrière, les naseaux seront pincés, il va commencer à lever la patte. Si le cheval il n'a pas compris, il va lui mettre un coup. C'est comme ça, c'est les théories, c'est l'éthologie, c'est l'observation. Il y a des gens qui dédient leur vie à ces études et elles sont prouvées. Donc en fait, c'est un peu ce fait de société dont on souffre tous, où c'est la 100% bienveillance, où on fait énormément d'anthropomorphisme. On veut mettre une couverture à son cheval parce que nous on a froid l'hiver. Ça se trouve le cheval il n'a même pas besoin de couverture. On ne rentre pas dans les détails de la maladie, etc. Il y a toujours dans tout des exceptions, on est bien d'accord. Mais initialement les chevaux, voilà, juste posez-vous la question. Voilà, moi je supporte pas la pression, j'ai pas envie d'en mettre à mon cheval parce que je ne la supporte pas. J'ai froid, j'aime bien mettre la couverture à mon cheval. J'ai peur de perdre le contrôle, du coup comme j'ai peur de perdre le contrôle, je mets des éperons et je mets une muserolle très serrée pour voilà, et puis je ramène les choses à moi. Voilà, c'est tout. Il faut savoir aussi quand on a un contact avec nos chevaux, nos animaux, nos enfants, faire un petit peu une auto-analyse et se dire en fait, est-ce que c'est pas le fruit de mes propres projections? Et c'est hyper important, c'est comme ça qu'en fait on peut faire souffrir des animaux, on peut faire souffrir plein de choses parce qu'il y a aussi des choses qu'on a besoin de visiter en nous. Et voilà, à réfléchir un petit peu ce que ça représente pour chacun. Je termine un petit peu sur quelque chose dans le même sujet, en fait, ce que moi-même j'ai expérimenté, et même plus en tant que professionnelle, mais en tant que dans ma vie personnelle. Par exemple, là j'ai une petite chienne, elle a même pas encore 1 an, j'ai fait 2 éducateurs.
Au début, pareil, j'étais attachée à beaucoup de principes que j'ai dû lâcher. Donc, comme quoi que moi-même, j'ai expérimenté d'aller visiter des choses en moi. J'avais pris un éducateur qui était 100% bienveillance. J'ai une chienne de travail quand même, hein, qui est utilisée, c'est une race qui est utilisée dans la douane. Qui avait un bon caractère, qui était bien sûre d'elle et qui a une énergie hyper explosive. C'est une chienne qui a en plus sa propre histoire, comme quoi qu'on est encore dans des traumatismes, j'ai sauvé de la SPA. Et qui a sa propre histoire, qui a été a priori aussi un petit peu, forcément, hein, la SPA, c'est pas tout beau tout rose, elle a été probablement maltraitée dans ses débuts de vie. Et on a fait ces 2 méthodes, comme quoi voilà, on a utilisé au départ un éducateur qui était vraiment 100% donc dans la nourriture comme récompense. Bon, a priori ça ne me gênait absolument pas dans le principe au départ, et qui mettait le moins d'inconfort au chien, tout pareil, et qui attendait que la chienne vienne d'elle-même. Résultat des cours, on a mis plus de 300 € dans l'éducation de cette chienne, avec cet homme. On a eu une dizaine de cours, et en fait, on a eu une chienne qui finalement, niveau relationnel, ça s'est vraiment dégradé. On n'avait plus de connexion, on était beaucoup dans la lutte, et on a eu une chienne de plus en plus agressive envers les congénères. Et en fait, on avait de moins en moins de précision, on avait moins en moins une chienne qui coopérait. On a commencé à se dire, il y a un problème. Voilà, je me suis adaptée, je me suis dit, ok, il n'y a pas de bonne méthode. Je vois que mon chien, encore une fois, lapsus, mon chien me dit que ça lui va pas, il est de plus en plus agressif, il est de moins en moins proche de nous, il y a quelque chose qui va pas. On a pris un autre éducateur, on s'est investi encore une deuxième fois, qui était beaucoup dans les principes d'apprentissage. Confort, inconfort. Je me suis dit, allez, on va voir comment la chienne réagit. Et ben, première séance, c'était plus du tout la même. On a une chienne, je vais y arriver, qui était de plus en plus, finalement, qui s'est retrouvée de plus en plus proche de nous. On n'a jamais eu une chienne autant en accord avec nous. Finalement, c'est comme si elle réclamait un cadre qu'on a su lui offrir, du coup, grâce à l'aide de ces principes d'apprentissage. Et du coup, on a une chienne qui, alors là, elle est superbe. On arrive à déjà évoluer dans un environnement extérieur en sécurité, et surtout qui ne présente plus du tout de problèmes de comportement, d'agressivité qu'en fait elle a développé par manque de cadre, je pense. Et de stress, elle montrait des signes de stress. Et voilà, et puis finalement elle était hyper stressée, et elle a développé vraiment, on voyait qu'elle était complètement paumée parce qu'on la laissait faire ce qu'elle voulait. Il y avait zéro cadre. On était finalement on était un distributeur de nourriture, parce qu'en fait il nous demandait de jeter la nourriture par terre. Déjà, le chien n'est pas une poule, et du coup les chevaux non plus, donc on n'a pas besoin de jeter de la nourriture par terre comme si c'était des volailles. Donc voilà, on a commencé à mettre du cadre bienveillant et sain finalement, parce qu'en fait ça ne voulait pas dire qu'on la maltraitait ou qu'on la tabasse, c'est pas ça du tout, mais c'est juste en fait mettre un cadre sain, de dire ici en fait tu as de la place, tu as toute la place que tu veux, tu es libre dans ce cadre-là. Par contre, au-delà de là, tu auras un certain inconfort, et tu vas voir quand tu vas expérimenter que dans cet inconfort que je te mets, il y a ce confort, parce qu'à l'extérieur tu as des risques. Tu peux t'exposer à un danger si tu fais n'importe quoi, si tu fais ce que tu veux. Pour qu'on puisse œuvrer ensemble, tu trouveras du confort à avoir cette limite-là. Et au-delà de cette limite, il y a de l'inconfort. Et finalement, la chienne, elle n'a jamais été aussi bien. Elle est là, elle est couchée sur le dos, les 4 fers en l'air. Et elle est super bien, quoi. Donc voilà, moi je pense qu'en fait, je parle de ma chienne, mais en fait on pourrait parler de tous les chevaux, de vos propres chevaux, des chevaux que je travaille, des chevaux que n'importe quel professionnel travaille. Il n'y a pas de bonne méthode, il y a juste des bons principes correctement appliqués, et ça ne nécessite pas toujours de la haine et de nous dire, voilà, c'est pas parce que le cheval dans la séance il fouille de la queue qu'on le soumet, excusez-moi. Et voilà, il faut juste un petit peu faire preuve de logique, et soyons surtout il faudrait faire preuve de beaucoup plus de bienveillance, qu'on soit propriétaire, qu'on soit professionnel, on veut tous œuvrer, encore une fois, vers de la paix, la relation, la justesse. Et chacun a son juste, chacun ne l'a pas, et voilà, s'il vous plaît, mettez des commentaires constructifs, mettez des commentaires ouverts avec de la bienveillance, et ça ne sert à rien de déverser sa haine. Des moyens qui conviennent ou non au type de cheval que vous avez. Par exemple, donc là, ce principe de laisser faire le cheval devenir de lui-même, moi je connais une jument que vous connaissez d'ailleurs, que j'ai fait une vidéo silhouette, la poinette qui ne montait plus en vent. Je vous rassure, les propriétaires, avant de m'appeler, ils ont fait plusieurs pros, ils ont fait des tests qu'elles ont fait eux-mêmes avant d'appeler les pros. Elles ont mis le vent
truc un peu classique que tout le monde connaît, on met le vent dans le champ, on met de la bouffe et comme ça le cheval de lui-même il monte et il évolue à sa guise. Sauf que voilà, ne vous inquiétez pas que le moment donné où elle a mis la barre de queue, elle a voulu fermer la porte, bah alors là c'était fini. Et la jument, elle a les yeux exorbités, gros stress. Donc comme quoi en fait, dire qu'en fait tout est maltraitance et qu'à partir du moment où on laisse pas le cheval venir de lui-même, c'est de la maltraitance, la preuve que nous, encore une fois, on s'adapte au cheval. Où commence la maltraitance et la bienveillance? Encore une fois, moi je pense qu'il n'y a rien de plus maltraitant en soi de laisser un cheval avec des interrogations. Et moi je pense que des fois c'est comme tout dans la vie, c'est comme quand vous faites une séance de sport, à un moment donné il faut provoquer un effort pour une progression. Et je pense que les chevaux c'est pareil, encore une fois ils n'ont pas d'intérêt à échanger avec nous et des fois il faut pouvoir provoquer, leur prouver, leur montrer qu'ils l'expérimentent, que en fait ils n'avaient pas à avoir peur. Comme quoi que ça ne fonctionne pas avec tous les chevaux et que là par exemple Silhouette, on lui a laissé le choix de monter dans le vent, dans son pré, là où tout allait bien et qu'elle avait de la bouffe à l'intérieur, ça l'a pas aidé. Je vous prépare une vidéo. Là, je suis en train de... Voilà, comme quoi que je suis de bonne foi et que j'évolue aussi. Moi, je suis sortie de ma formation, j'étais à 100% Elisabeth de Corbigny. La technique que je trouve super incroyable et que bien sûr, je combine avec d'autres. Encore une fois, je ne m'enferme pas dans une méthode, jamais. Et là, j'ai eu 2 chevaux que je vais vous présenter là, tout bientôt. Je termine le montage de la vidéo et qui m'ont appris une leçon de vie, une leçon de travail qui est vraiment incroyable, que je vous détaillerai dans la prochaine vidéo, avec vidéo à l'appui, etc. Et je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai appris et qui est en lien aussi indirectement et directement avec le sujet que je viens d'aborder aujourd'hui ouvertement. J'ai la chance, je me suis offert cette chance d'avoir un petit peu, j'ai fait des études dans la santé du cheval holistique, donc je suis thérapeute en shiatsu, équin, humain et animalier, donc c'est un accompagnement qui est quand même très complet et qui m'aide et qui me sert en fait aussi à avoir toute cette partie psychologique, émotionnelle des traumatismes, d'aller pouvoir les chercher en profondeur grâce à cette méthode-là, et il y en a d'autres. Moi c'est le shiatsu, il y en a ils font de l'ostéopathie, de la kinésiologie, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est souvent, et c'est une méthode que finalement, bon après je suis appelée pour travailler des chevaux, donc si le propriétaire ne me paye pas pour ça, je ne le fais pas. Mon travail est en train d'évoluer, ma prise en charge est en train d'évoluer, et je pense que je me permettrai davantage dans l'accompagnement de mes chevaux traumatisés et compliqués, d'utiliser beaucoup plus de shiatsu pendant la séance, avant la séance. Voilà, je commence un peu à oser un petit peu sortir de mes sentiers battus, dans lesquels on m'a un peu conditionné quand j'ai été formée. J'étais à fond dans tous ces trucs scientifiques et ces chevaux m'ont appris quelque chose dont je vous communiquerai plus tard dans cette prochaine vidéo. Mais du coup voilà, utiliser le shiatsu pour les chevaux compliqués, comprendre un petit peu, ok, donc là je sais qu'il y a vraiment un gros traumatisme. Et cette théorie scientifique ne suffira peut-être pas, ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas mettre d'inconfort, mais adapter davantage en fait ma méthode et y incorporer pourquoi pas du shiatsu, des étirements, et pas en fait comme je l'ai toujours fait jusqu'à maintenant, du travail. J'ai une heure où il faut qu'il y ait un avancement, ce qui ne veut pas dire que tout ce travail-là va être complètement exclu. On garde ces théories de l'apprentissage selon moi qui sont d'une importance capitale. On veut une progression, on va aller chercher l'effort, tout en étant dans le respect, la bienveillance, ça n'est pas exclu des deux. On garde les deux avec une puissance où on va aller chercher ce côté psychologique, ce terrain de traumatisme, de complications émotionnelles. Par le shiatsu, on va aller comprendre des choses. Et maintenant, sans hésiter, voilà, j'ose le dire, je me remets en question, il n'y a aucun problème. Toutes ces théories, ces trucs qu'on m'a appris, que je trouve très vrais et que je garderai, mais que je vais associer avec plein de choses que les chevaux m'enseignent au jour d'aujourd'hui, maintenant que je commence vraiment à en manipuler quand même pas mal. Et ce côté que j'utilisais pas assez dans mes séances, shiatsu psychologique, d'aller chercher et d'aller associer tout ça pour en faire quelque chose de vraiment adapté et sur mesure. Merci à tous pour vos commentaires, tant que c'est bienveillant, moi il n'y a aucun problème avec ça, je me remets en question, j'aime beaucoup les échanges ouverts, les encouragements et surtout les critiques constructives, tant qu'elles ne sont pas en fait brimantes et juste pour déverser sa haine. Voilà, surtout moi
grâce à cette vidéo, j'ouvre ce champ des possibles ou pas de problème, partagez-moi votre expérience, comment vous vivez cette critique, qu'est-ce qu'on vous a souvent, qu'est-ce que ça vous a empêché de faire, qu'est-ce que ça vous a apporté, et surtout voilà, n'hésitez pas à partager vos expériences avec grand plaisir et grande attention, j'y répondrai, et à très bientôt.